Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle semaine de débats. Alors d'ailleurs rythmée entre des débats, des thématiques comme on va le faire aujourd'hui, et puis des interviews. Tiens, tenez, c'est Patrick Artus qui viendra nous voir mercredi. On pourra faire un point complet. Alors lui écrit un bouquin, petit bouquin d'ailleurs, hein, comme il en fait je crois quasiment tous les ans, qui s'appelle celui-là pour en finir avec le déclin. C'est surtout une manière de faire le point en fait sur les dossiers macroéconomiques du moment. Donc on fera ça avec lui mercredi. Demain, émission de débat classique. Jeudi, émission de débat classique. Et puis là, il y a un moment que j'accumule. Alors d'ailleurs, mes deux invités se disent mais comment ça, on va parler de tout? Bah, on verra bien. Mais il y a un moment que j'accumule un certain nombre de questions à poser à des experts autour du travail. Vous savez que c'est... si Bismart existe, c'est que c'est un de nos centres d'intérêt. Dès le début, on a décidé d'en faire ce qu'on appelle une verticale, hein, décidé d'en faire un des 4 points forts de la construction éditoriale de cette chaîne. Donc voilà, on va faire ça pendant 1 heure, tout ce qui se passe sur le travail depuis quelques semaines, voilà, on va dire ça comme ça, pas beaucoup plus. Mais en même temps, on a aussi les conséquences de ce qui s'est passé il y a quelques années. Ça va être ça aussi qui est intéressant. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec Emmanuel Barbara. Salut Emmanuel, bonjour. Avocat, Auguste Debouzy, spécialisé dans le droit du travail. On s'est rencontrés pour la première fois, Emmanuel, et je ne sais plus quelle était la date. C'était au moment des barèmes des prud'hommes. C'était les premières décisions, en fait. C'était les premières décisions ça devait être des cours d'appel, non, c'était des jugements de première instance. De tout. Qui disaient « Oh, mais non, mais ça ne nous va pas du tout, cette histoire-là, etc. » Et donc, 5 ans après... on va démarrer d'ailleurs un peu là-dessus. J'ai l'impression que l'affaire n'est pas encore tranchée. Je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Et puis Bertrand Martineau, salut Bertrand. Aujourd'hui conseiller pour l'ensemble des questions de travail de l'Institut Montaigne. Et nous aussi, on discute alors depuis plus longtemps ensemble, et notamment autour du chômage. Tiens, mais démarrons avec ça quand même. En fait, le premier chapitre que j'ai envie de voir avec vous, c'est le chapitre bilan d'une certaine manière. 2017-2018, train de réforme dite Pénicaud, mais avant il y avait eu les réformes El Khomri, ce que mon ami Emmanuel Le Chypre, que je salue à l'occasion, appelait le Barnum El Khomri. Donc, El Khomri, Pénicaud, est-ce que tout cela derrière, démarrant avec ça, ça donne aujourd'hui les records sur l'emploi? Je redonne les chiffres, hein, 700 000 emplois salariés en plus sur l'année 2021. C'est 3 fois plus que la moyenne des années 2015 à 2019. Et c'est 380 000 emplois salariés de plus qu'en 2019. Voilà ce que sont les chiffres. Est-ce que ça, c'est le fruit des réformes passées et par François Hollande et par Emmanuel Macron? Alors, on peut partir du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est ce qu'on peut dire des chiffres. Donc, il faut remettre ça en perspective. Les résultats de cette année sont absolument excellents sur toutes les catégories. C'est-à-dire, on peut regarder la baisse du chômage, le nombre de créations d'emplois salariés marchands, le taux d'emploi, le taux d'activité, parce qu'on pourrait se dire aussi que la baisse du chômage, comme il arrive dans certains pays, se fasse au détriment de la diminution de la population active, ce qui peut se passer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une fuite de personnes qui se réfugient dans l'inactivité. Donc, c'est pas le cas en France. C'est vrai. Donc, cette baisse du chômage... C'est ce qu'on appelle le taux de participation au travail. Exactement, ça, voilà, exactement. Donc les chiffres sont excellents. Si on met ça en perspective sur donc ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de baisse de la population active, il n'y a pas de baisse de taux de participation. Voilà. Non. Voilà. Et on a un taux d'emploi maintenant sur les tranches non proches de la retraite, c'est-à-dire de 25 à 55 ans, qui est tout à fait comparable avec les meilleurs pays européens, malgré notre taux de chômage qui reste élevé quand même. Après, il y a des questions sur les seniors. On pourra peut-être... les jeunes, on pourrait peut-être y revenir, mais globalement, c'est une amélioration du marché du travail qui concerne absolument toutes les catégories, sexe, niveau de qualification, géographie, etc. Maintenant, si on met en perspective sur 5 ans, je crois que c'est ça qu'il faut regarder, surtout si on passe après à la question sur l'impact des réformes, c'est qu'on a un peu plus d'1 million de créations d'emplois salariés privés. Si on rajoute quelques dizaines d'emplois publics supplémentaires, plus quelques dizaines de milliers d'emplois de type auto-entrepreneur supplémentaires, on arrive sans doute à plus de 1 100 000, voire 1 200 000 créations nettes d'emplois en 5 ans. Donc en soi, c'est évidemment énorme, c'est inédit. Et il y a quelque chose qui est encore plus remarquable, et c'est ça, à mon avis, qui doit intriguer les économistes, c'est que ça se fait avec une croissance moyenne
qui globalement est quand même très faible. Puisqu'on est à 1%, si on intègre le trou de 2020 et l'extraordinaire rebond de 2021, on est sur une croissance moyenne de 1% par an. Ce qui veut dire qu'avec 1% de croissance par an, on a réussi à créer 200 000 emplois nets marchands par an. Ce qui est absolument inédit. Et ça, c'est pas normal. Alors, c'est pas normal. Alors, c'est là qu'intervient la deuxième partie sur l'impact. Non, on va faire juste. Allons au bout de l'histoire de l'économie. Non, allons au bout Oui. Soyons pédants 2 secondes. PIB, somme des valeurs ajoutées. Valeur ajoutée, c'est ce qui est créé par le travail. Ce que tu vas nous dire. Enfin, oui. Oui, le capital, voilà, le capital plus le travail. S'il y a moins de valeur ajoutée que d'emplois créés, ça veut dire qu'on crée des emplois qui ne créent pas de valeur ajoutée. En gros, globalement, c'est ça. Alors, c'est toujours le même problème. C'est que d'abord, il faut se féliciter qu'il y ait beaucoup de création d'emplois. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, effectivement, la question qui va se poser dans les années qui viennent, c'est est-ce que... Donc, ça veut dire, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un ralentissement de la productivité. Bon. Et le ralentissement de la productivité, là, plus brutalement, je pourrais le dire, des emplois de merde. Voilà. Bullshit job, disent les Anglais. Oui, alors, heureusement, l'économie française ne crée pas que des emplois peu qualifiés. Il crée aussi énormément d'emplois très qualifiés, à tel point qu'on a des tensions extraordinaires sur le marché du travail. On pourra peut-être y revenir. Pas que sur les emplois très qualifiés, d'ailleurs, à tous les niveaux, mais particulièrement sur les emplois très qualifiés. Donc, effectivement, est-ce qu'il s'agit d'un mécanisme de rattrapage temporel où on ramène sur le marché du travail des personnes qui en étaient éloignées et qui sont peu qualifiés et donc une faible valeur ajoutée. Donc ça, c'est la version optimiste. Est-ce qu'il s'agit d'un ralentissement durable et de la productivité qui s'était déjà affaiblie au cours des 15 dernières années, auquel cas, là, ça pose un problème de croissance potentielle. Mais pour l'instant, ne boudons pas notre plaisir. On a une croissance extrêmement riche en emplois et l'hypothèse, et j'en arrive à la deuxième partie un peu plus compliquée, l'hypothèse que les réformes qui ont été faites, non pas simplement dans ce quinquennat, mais qui ont été faites quand même maintenant de manière continue depuis un certain nombre d'années, cette hypothèse qu'elles aient impacté positivement l'emploi est quand même quelque chose à regarder. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder d'un peu près sûr ? C'est que, on a eu ces dernières années des allègements de charges massifs sur les bas salaires qui ont accentué les allègements dits Fillon historiques. Ça a été le CICE, il faut rendre grâce à François Hollande de ce point de vue-là, qui ont été stabilisés et approfondis par le gouvernement d'Édouard Philippe, donc sous Emmanuel Macron, et vous trouverez assez peu d'économistes qui diront que des baisses de charges sur les bas salaires ne créent pas des emplois, en tout cas des emplois peu qualifiés. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a quand même des éléments de fluidification, on va dire, du fonctionnement du marché du travail. Qu'est-ce qu'on observe ? Là, il y a une continuité. Alors, on va dire qu'il y a quand même eu une pause sous le quinquennat Hollande de ce point de vue-là, en gros, mais il y a quand même des réformes très importantes qui ont été faites en 2008. Je pense qu'Emmanuel Barbara ne me contredira pas sur la rupture individuelle, qui est quand même quelque chose d'absolument majeur. Rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, j'ai dit individuelle. Rupture conventionnelle individuelle. Ce qui vient au même, puisqu'on a eu la rupture conventionnelle collective. Voilà, rupture conventionnelle individuelle, exactement, qui a quand même assez fortement modifié les relations du travail et les relations contractuelles. Bon, ensuite, on a eu le train Pénicaud, effectivement, qui a certainement eu un impact. Il y a eu quand même une amélioration du dialogue social dans l'entreprise, qui a pu induire beaucoup moins de plans sociaux, et les plans sociaux sont maintenant négociés dans les 2/3 des cas. Voilà, on pourrait rajouter tous ces exemples. Mis bout à bout, il n'est pas très difficile de raconter effectivement une histoire où des réformes, dont certaines datent de l'époque Macron, mais dont certaines remontent déjà maintenant à plusieurs années, font que le marché du travail, globalement, fonctionne mieux qu'il y a 15 ans. Et je crois que tout le monde peut s'accorder sur le fait que, globalement, le marché du travail fonctionne quand même beaucoup mieux qu'il y a une quinzaine d'années. Emmanuel. Magnifique. Bon, non, mais c'est super. Mais ça fait plaisir d'entendre un débat un peu positif autour de la question. En général, oui, voilà. On s'arme de douleur et d'angoisse à partir de ce sujet. Maintenant, s'il s'agit d'évoquer l'impact de ces ordonnances sur le fonctionnement de l'entreprise, c'est ça le point. C'était la question. Alors, juste avant quand même, un mot, après tout ce que vient de dire Bertrand, et si tu en es d'accord, on est quand même là, dans un mois, on va voter. Oui. Et on a quand même une batterie de gens qui nous disent à quoi ça sert de voter. On a quand même une batterie de gens qui nous disent les responsables politiques finalement n'ont plus les rênes. Celui qu'on va élire quelque part entre Bruxelles et Davos, il est complètement prisonnier de l'ensemble des contraintes qui pèsent sur la France. Là, alors, malheureusement pour François Hollande, il n'en a pas accueilli les fruits. Heureusement pour Emmanuel Macron, on voit quand même la réalité d'une action politique menée dans la durée. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que
Tu acceptes ça, Emmanuel? Moi, je l'accepte volontiers parce que, dans le fond, s'il s'agit de regarder l'impact de ces ordonnances sur les droits et obligations dans l'entreprise, il y aurait davantage de commentaires dont je sais qu'ils sont bigarrés. Si moi, je donne mon opinion à ce sujet, j'estime qu'en effet, ils s'inscrivent dans le constat que vient de faire Bertrand. C'est-à-dire que ça a donné un impact économique favorable. Maintenant, on a des débats sur le bilan réel ou provisoire, parce que les ordonnances en question ont donné lieu quand même à une période substantiellement perturbée par les 2 années que nous avons passées chez soi. C'est vrai. Et donc on ne peut pas complètement donner crédit aux réformes pour ces résultats. Oui, mais je ne sais pas si c'est très français ce qu'on vient de dire. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, paradoxalement, je voulais prendre cet exemple donc, de cette époque incroyable de la crise sanitaire pour montrer précisément que les ordonnances avaient eu un impact qui me semble être positif et favorable. Parce que dans le fond, en ayant fait quoi ? En ayant fusionné toutes ces instances qui démultipliaient le dialogue social finalement de manière assez éthérée et dans le fond, en s'éparpillant et en créant plus de difficultés que de fluidité. Tout à fait. En l'ayant de manière concise et permettant de créer un véritable dialogue dans des circonstances aussi perturbées que celles que nous avons connues. Moi, j'estime que, s'agissant du front de la sécurité, parce que c'est quand même cela qui a animé nos débats pendant ces derniers temps, eh bien, les entreprises les plus allantes ou les plus susceptibles d'avoir communiqué avec leurs représentants du personnel tels que revus et corrigés en 2017, eh bien, a donné lieu, dans le fond, à une efficacité qui a été d'ailleurs très largement soulignée par les salariés des entreprises dans lesquelles ce dialogue social s'est instauré. Alors, voilà, ça c'est sur ce front un peu perturbé. Sur notre sujet des prud'hommes. Maintenant, revenons. Sur notre sujet des prud'hommes, qui a été, j'ai l'impression, presque. Alors, c'est commencé avec Macron, ministre de l'économie et des finances. En 2015, et ça se termine avec Macron, président de la République. Je crois que c'est sur 2 séquences. L'idée était dans l'air depuis bien longtemps. Oui. Pour vous dire les choses... Même toi, à l'époque où... À l'époque de Nicolas Sarkozy, tout à fait. Et à l'époque, il y a des juristes qui nous expliquaient que constitutionnellement, ce n'était pas possible. Il faut croire que parfois, juristes varient, parce que finalement, c'était possible constitutionnellement, moyennant quelques précautions, évidemment. Voilà, donc l'idée était quand même poussé par beaucoup d'économistes, en fait, à la base, et s'était opposé à un certain nombre de juristes, pas tous, évidemment, mais enfin, un certain nombre de juristes un peu conservateurs qui nous avaient fait part, à l'époque, de cette difficulté. Voilà. Et effectivement, ensuite, il y a eu l'épisode Macron, ministre des Finances, qui a voulu l'intégrer, et pour des raisons, alors là, effectivement, un peu de malfaçon de la loi, elle a été repoussée par le Conseil constitutionnel, donc il a fallu s'y prendre à plusieurs fois. Voilà. Effectivement, ça fait partie... Il bien qu'il y avait un petit problème constitutionnel, quand même. Non, mais oui, mais Emmanuel saura ça beaucoup mieux que moi, mais il a été retoqué, comme on dit bêtement, par le Conseil constitutionnel en 2015 pour des raisons de complexité, d'inintelligibilité de la loi, pas pour des raisons de principe d'impossibilité constitutionnelle de plafonner les indemnités, tout simplement parce qu'il y avait des juristes qui expliquaient, et je peux tout à fait entendre l'argument, c'est que cela a plus ou moins des natures de dommages et intérêts, et on ne peut pas préjuger de l'ampleur d'un dommage-intérêt. Et parfois, le dommage-intérêt peut être absolument considérable. Voilà. C'est la notion de la réparation du préjudice subi en totalité. Et donc, la question était de savoir si ce bilan, même réaménagé, puisqu'il a fait... il a donné lieu à un avis de la Cour de cassation qui va se trouver être confronté à une décision in concreto, mais qui sera... In concreto. Oui, ça c'est pour faire savant aussi, pour donner le plus d'allusion à l'économiste. Pour qu'on n'ait pas de doute que tu es avocat. Parle latin. Donc, attends, là... c'est ça. La Chambre, remarque, ça me fait penser aux ex-post et ex-ante des économistes aussi. Oui. Bon, Vous pourriez dire avant et après, ça veut dire la même chose. Oui, exactement. Donc, la Chambre sociale de la Cour de cassation examinera le 31 mars 2 affaires créées par les ordonnances Pénicaud de 2017. C'est-à-dire, l'affaire, elle n'est pas encore pliée, totalement pliée. Là, nous en étions à ce stade à un avis de la Cour de cassation rendu rarement des avis, en tout cas un avis aussi attendu, sur l'analyse en soi abstraite, in abstracto, des dispositions en question. Et elle l'a validé. Pour valider. Ouais. Mais elle s'est toujours réservée, parce que d'abord c'est son office, de l'appliquer concrètement à une affaire donnée. Et donc nous nous trouvons là.
Nous nous trouvons là et ces arrêts seront rendus après l'élection présidentielle. Le 31 mars, c'est une audience. Et donc, oui, le 31 mars, oui, mais ça, c'est une pure coïncidence. Non, mais je veux dire, le résultat, le délibéré, ne sera connu publiquement qu'après. Ça peut tout remettre en cause encore à ce stade, Emmanuel ? Je sais que c'est à la mode de faire des prédictions diverses en tout domaine, mais ça serait très, très, très troublant où il faudrait que l'affaire concrète soit telle qu'elle conduise la Cour de cassation à ne pas appliquer le barème qu'elle avait validé antérieurement. Donc moi, je ne m'attends pas à quelque chose de très... Et une fois que la Chambre sociale de la Cour de cassation se sera prononcée sur ces deux affaires, alors là, on pourra dire que le système de barème des prud'hommes est définitivement validé ? On verra comment elle le dit ou comment elle ménage ou pas d'éventuels cas de figure dans lesquels certaines cours d'appel se sont engouffrées en expliquant qu'il s'applique par principe, mais ça dépend des cas. Mais mais je me souviens très bien de nos discussions, Emmanuel. Oui. Toi-même, tu disais, il y a des patrons qui déconnent complètement avec cette histoire, qui ont exagéré, oui, bien sûr. Et sur lesquels les cours d'appel sont tout à fait fondés à refuser l'application du barème. Et c'est ce qu'elles veulent se ménager, les cours, c'est-à-dire d'observer, encore une fois, moi c'est l'argument que j'ai et qui me paraît être pertinent, c'est-à-dire de bon sens, de considérer que normalement, il s'applique, le barème. Toutefois, lorsqu'il y a un empilement de bizarreries détestables ou délétères, il s'agit de condamner. Voilà. Alors, ce qu'ont fait les juges, les tribunaux, depuis qu'on s'est vu sur ce sujet-là, Stéphane, c'est que, les juges et les justiciables, c'est que en dessus de la ligne, parce que c'est qu'une ligne, les dommages et intérêts pour licenciement dénués de cause réelle et sérieuse, c'est une ligne. Mais on assiste de manière très fréquente désormais, à une sorte de liste assez longue de griefs ou de sujets ou de thèmes à indemniser. Et l'on voit du coup une forme de somme arithmétique de griefs depuis, je sais pas, le bonus, le temps de travail, le harcèlement, que sais-je, de très longues listes de sujets, qui fait que, ce faisant, les tribunaux trouvent des moyens aussi de trouver dans d'autres rubriques, y compris dans ce que j'appelle la fondamentalisation du droit, c'est-à-dire reconnaître des droits fondamentaux dans certains aspects qui sont, par la loi, exonérés ou exemptés du fameux barème. Si bien qu'au total, en tant qu'avocat, du côté des entreprises, telles que j'exerce mon activité, je me suis trouvé confronté finalement à une forme de rugosité ou d'âpreté plus forte et confronté à des thématiques d'une difficulté juridique extrêmement grande, parce que l'on voit bien que l'on cherche à trouver des motifs de sortir de ce barème au travers de la mise en œuvre, que sais-je, de droits, nouveaux ou pas nouveaux d'ailleurs, mais qui sont érigés avec grande force. Est-ce que tu dirais que dans l'ensemble, ça a quand même sécurisé le processus de licenciement ? Oui, il l'a sécurisé parce que évidemment, il l'a sécurisé. Mais je regardais les données récemment qui sont toujours intéressantes de sortie, si je puis dire, d'un contrat de travail. Et j'ai été frappée par le nombre encore gigantesque de démissions. Moi, je pensais que la démission n'existait plus grâce à la rupture conventionnelle, si je puis dire, les licenciements qui avaient l'air d'être si pratiqués. Et la réalité, c'est que même en 2020, donc année horribilis, il en est 1 200 000 démissions pour 520 000 licenciements. Et encore moins de ruptures conventionnelles. Et en 2019, c'était 1,9 million 900 000 démissions. Alors qu'on a le sentiment, moi-même dans ma pratique, que l'on est confronté peut-être à des... Et ça, c'est intéressant. C'est comme ça dans tous les pays. La démission reste, avec le départ en retraite, le mode de rupture du contrat de travail le plus fréquent. Et est-ce qu'il y a une accélération ou pas ? Alors oui, juste tiens, on va voir. Allons sur ce terrain, mais juste je veux voir une image parce que pour moi c'est le premier. C'est le premier, je vais appeler ça RH warning, en bourse, les profit warning, avec, c'est les marchés, donc on parle anglais. Oui. Donc profit warning, ensuite avec Orpea, je crois qu'on a eu le premier véritable ESG warning, et là, alors on va dire HR warning, avec ce qui est arrivé à Capgemini, donc on va le voir et on l'a déjà vu.
Fuite des cerveaux, réelle ou supposée d'ailleurs, parce que, pour en avoir discuté avec Guy Mamoumani par exemple, le truc est assez contesté. Mais Capgemini donc, fait état d'un départ de 23,5% de ces 320 000 salariés. Enfin, des missions, évidemment, tout ça roule. Hein, ils en ont embauché d'autres en face. Et boum, le titre est sanctionné tout à coup. Sur cet effet de démission. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, on sait qu'aux États-Unis c'est très prégnant, est-ce qu'il y a quelque chose en France que vous constatez, les amis? Écoutez, là, je vais faire quelque chose de très empirique. Alors déjà, la question des démissions est quand même liée à la conjoncture. C'est-à-dire quand la conjoncture est bonne, les gens se sentent mieux sécurisés et démissionnent. Comme ça, c'est très massif. Là, il semble que depuis 2020, et la Great Resignation aux États-Unis, il semblerait bien qu'il y ait un mouvement de fond qui s'explique en partie par l'amélioration du marché du travail, mais pas uniquement. Bon. Alors, moi, en tant que praticien, là, je prends ma casquette de conseil RH, les DRH que je rencontre en ce moment ont deux préoccupations, essentiellement, et cela, quels que soient les secteurs. C'est un, comment j'embauche, et deux, comment je garde mes salariés. Bon. Alors, là, les chiffres, 23% sont évidemment extraordinaires, mais moi, il n'est pas rare... Assez classique dans le secteur, voilà. Ce que me disent tous les gars du secteur, c'est qu'on tourne à 20%, mon Dieu, on est monté à 23%. Exactement. Des turnovers, des turnovers de 20% dans certains secteurs, maintenant, deviennent... Alors là, je ne parle pas que des secteurs très... comme tech, comme la tech, etc. Mais vous en avez évidemment sur des métiers comme aide-soignant, par exemple, et pas uniquement dans l'entreprise que vous avez citée. Il y a des difficultés de turnover très importantes dans la hôtellerie-restaurant, dans tous les métiers de soignants. Vous avez beaucoup y compris donc dans des métiers peu qualifiés où vous avez des grandes facilités à retrouver du travail, eh bien, il y a un véritable sujet de turnover et ça devient un sujet central des RH. Et que maintenant, ce soit un problème même de valorisation boursière, ça ne m'étonne pas du tout. Le sujet RH devient directement un problème à la fois de délivrer de la qualité et même de se développer économiquement. C'est-à-dire vous avez aujourd'hui des boîtes, les dirigeants d'EHPAD se retrouvent à un problème de développement économique, c'est-à-dire faute d'aides-soignants, non seulement ils ont évidemment une prestation de service extrêmement dégradée, mais en plus ils ne peuvent pas s'accroître. Alors en plus, on doit ajouter pour les dirigeants d'EHPAD, mais là, c'est juste d'un mot, cette histoire d'aide-soignant, c'est en plus un diplôme d'État avec un numerus clausus. Non. Heureusement, il n'y a plus de numerus clausus depuis longtemps. Mais il y a au moins un diplôme d'État. Et donc il faut organiser l'ensemble. Voilà, c'est un diplôme d'État et vous ne pouvez pas effectivement en faire à votre guise pour former les gens. Et vous ne pouvez pas les former. Voilà, c'est ça. Alors c'est un inconvénient parce qu'effectivement, c'est une formation de 12 mois, c'est long, c'est compliqué, c'est tout ce qu'on voudra. Bon, en même temps, vous n'avez peut-être pas envie forcément d'être soigné par quelqu'un qui n'a pas les diplômes nécessaires. C'est normal aussi que ce soit dérégulé. On ne peut pas d'un côté dire que les entreprises sont en capacité aujourd'hui d'ouvrir les centres de formation d'apprentis, c'est un élément dont on va parler, et le refuser, faire de l'acier, de l'aluminium... Là où tu as raison, c'est qu'à l'intérieur de ces professions réglementées, je connais un peu le sujet, effectivement, il y aurait manière de rendre les choses beaucoup plus fluides. Je vais donner un exemple qui est très connu et qui se heurte à une résistance un peu corporatiste, on va dire. Aujourd'hui, quand vous êtes aide-soignant, même expérimenté, et que vous voulez devenir infirmier, il faut repasser le diplôme d'infirmier du début. C'est-à-dire que taper les 3 ans, il n'y a aucune équivalence. Logiquement, et on a réfléchi à la question, être aide-soignant expérimenté devrait permettre de valider l'équivalent d'1 an et de ne faire que 2 ans. La réglementation actuelle s'y oppose. Donc quand vous êtes une excellente aide-soignante et que vous voulez devenir infirmière, eh bien, il faut recommencer tout le circuit depuis le début et se faire 3 ans d'études universitaires. Des exemples comme ça, il y en a plein, y compris dans l'apprentissage, etc. Donc il y aurait beaucoup à dire sur les professions réglementées qui se barricadent, évidemment. Mais cela dit, l'idée même que ce soit des professions réglementées me paraît pas devoir être mise en cause. Donc revenons sur les démissions et sur effectivement ce HR warning. C'est le rêve de Karl Marx, là. C'est-à-dire, tout à coup, c'est le salarié. C'est Karl Marx à l'envers. Ben non, parce que c'est lui qui, à un moment, décide. Il n'y a plus d'armée de réserve. Non, il n'y a plus d'armée. Oui, ben voilà, il n'y a plus d'armée de réserve. La révolution est faite. Et c'est maintenant, finalement, le prolétaire qui va décider du retour aux actionnaires, ou en tout cas de leur cours de bourse. Le pouvoir de dire oui. Je trouve ça très intéressant.
Voilà. On est parti là dans un cycle dont on n'est pas prêt de sortir en termes de tension de recrutement, en termes de tension sur l'ensemble des secteurs aujourd'hui. Oui, alors il y a des tendances de fond qui sont l'évolution de la démographie. Voilà. Donc on va vers un marché du travail qui est globalement plus tendu qu'il y a quelques années. Maintenant, enfin, je dirais pas que le chômage est mort. D'ailleurs, il est encore à 8% et on a encore un certain nombre de progrès à faire. Il y a une partie de la population qui est difficilement employable. Mais on va y aller pour tout un tas de raisons. Bon, bref. Tout à fait. Donc, et puis il peut y avoir un retour de bâton économique, une crise, par exemple, d'origine financière au hasard. Et les États n'auront peut-être pas éternellement la possibilité de monétiser leurs dettes pour faire une relance keynésienne complètement folle à chaque fois. Emmanuel, avant de marquer la pause, parce que c'est un peu dans l'idée, donc, les réformes, et puis la transformation du rapport au travail, on dira un mot du télétravail après la pause, mais c'est en ce moment là qu'il y a un procès Deliveroo, donc Deliveroo et 3 de ses anciens dirigeants qui sont jugés au pénal pour travail dissimulé. Est-ce que là, on va poser, alors on en a énormément parlé aussi ensemble, aujourd'hui, du statut particulier, notamment de l'ensemble de ces livreurs à vélo. Est-ce que ce procès-là est important pour avancer dans la définition du cadre juridique ou à chaque fois, c'est ce que tu m'expliquais, le problème du droit du travail, c'est que ce sont des cas individuels à chaque fois, quoi. Et s'agissant de Deliveroo, dont je ne connais pas les tenants et aboutissants précis de l'affaire, moi, ce que j'observe, c'est que le mois dernier, la Cour d'appel de Paris, dont on ne peut pas penser qu'elle soit totalement dénuée de moyens d'analyse, a, pour une énième fois, débouté une demande de requalification individuelle. Ouais. Bon, voilà, première chose. Deuxième chose qui m'intrigue, c'est peut-être un peu technique ce que je vais dire, mais... dans le fond, la notion de travail dissimulé qui porte en elle, moins qu'on puisse dire, une dimension infamante. Le travail dissimulé, ça fait partie de la lutte contre le travail illégal, cause nationale depuis au moins 10 ans, et qui a vu se multiplier à l'envi des dispositions légales plus dures les unes que les autres, et qui ont pour objet, en effet et pour conséquence, de mettre un terme à des activités qui sont exercées en marge de la loi, et en marge des règles qui sous-tendent l'activité en question. Alors, s'agissant de cette plateforme, il y en a d'autres, mais celle-ci, qui est donc dans la livraison, qui fait partie de mémoire de la catégorie des plateformes dites de mobilité, pour laquelle, sauf erreur, depuis 2016, loi El Khomri, en passant par les dernières ordonnances et décrets de 2021, fait l'objet de toutes les attentions, puisque c'est typiquement dans ce surgissement bizarre de cette plateformisation qui entraîne des conséquences non moins bizarres sur le plan du travail, c'est dans ce secteur-là donc que tous les efforts législatifs sont conduits, mais vraiment en direction de ces deux sous-secteurs que sont la livraison d'un côté et les VTC de l'autre, pour tenter de créer, de faire sortir et émerger un modèle. Alors, et ces dispositions légales, des ordonnances, etc., la représentation qui conduira à mettre en place des élections pour négocier davantage selon la forme aujourd'hui valorisée, à savoir la contractualisation et créer un statut d'amélioration. Bref, tout ça est en cours. Et dans le même temps, on mobilise donc le travail dissimulé, infamant, etc., qui vise bien dans notre esprit collectif. On voit bien ce que cela signifie comme type d'activité. Voilà, entre des travailleurs non déclarés, en passant par... Enfin, je passe, il y a toute la gamme. Voilà que cette activité donc, de Deliveroo, qui fait de la pub à la télé, qui a été utilisée par tout un chacun, et ô combien, y compris pendant la grève... Enfin, pendant la grève, pardon. J'appelle ça la grève. Bref... eh bien là, voilà, poursuivi de ce chef-là. Donc il y a déjà quelque chose de troublant, parce que de deux choses l'une, selon moi. Soit l'on entend la notion de travail dissimulé pour en quelque sorte, faire sombrer le modèle tel qu'il existe. Ça. Et là, ça pose un problème. Ça pose un problème de droit parce que la loi a régi et organise ce secteur d'activité ou est en train de le faire. Et il y a des lois dans le Code de la consommation, dans le Code du travail, dans le Code général des impôts et dans le Code des transports pour les VTC. Donc, véritablement, il y a des lois. Donc, soit le travail dissimulé est utilisé pour combattre la forme, et auquel cas, je ne crois pas que ça puisse être possible, soit dans ce modèle-ci, y compris dans l'entreprise normale, etc., il y a des aspérités ou des choses qu'il faut régler. Non, mais c'est intéressant. Et auquel cas, allons-y. Maintenant, il y en a, paraît-il, 6 000 à examiner. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment totalement le lieu, ni le bon vecteur et le bon véhicule
utilisé là, y compris bizarrement par les services de l'État, parce que c'est quand même eux qui ont fait le rapport pour expliquer à quel point tout ceci relevait du travail subordonné. Donc moi, je suis très perplexe parce que écartelé en quelque sorte entre des pans de droit qui, à mon avis, ne sont pas faits l'un pour l'autre en quelque sorte. Je comprends. Voilà. C'est pas très très loin de ce qu'on racontait sur les prud'hommes finalement. C'est-à-dire, on trouve un moyen de contourner en fait l'ensemble de ce qui est mis en place pour aller chercher réparation. On marque une pause, on se retrouve dans un instant les amis. On repart. Alors, télétravail. Alors, en fait, non. La question que j'avais envie de vous poser, tiens, je vais démarrer avec toi, Emmanuel, c'est est-ce que autour du télétravail, autour de ce qu'on vient de raconter sur les démissions, la transformation quand même profonde de notre rapport au travail, est-ce que tout cela nécessite de nouvelles réformes lourdes autour du Code du travail ? Ou est-ce que ce Code du travail, il faut le laisser tranquille, moins on y touche, mieux on se porte, et il vaut mieux laisser les entreprises trouver elles-mêmes des chemins d'entente pour continuer à avancer. Disons que sur ce pan précis, sur cette question précise du télétravail ou des conséquences de cette levée de suggestions ou de contraintes portées au télétravail, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, le télétravail contraint et le télétravail libéré. Tout à fait. Voyons ce qu'il en est déjà par les outils qui existent et qui sont par application de la loi. Par application de la loi, il appartient aux parties concernées, c'est-à-dire aux entreprises avec leurs partenaires sociaux, de conclure, le cas échéant, un accord collectif à cet égard. Et l'on observe sur ces 2 dernières années une explosion littéralement de ce type d'accord, puisqu'on a multiplié par 2, je crois, le nombre d'accords, on en a plus de 4000 qui sont déposés là ces temps-ci par rapport aux années précédentes. Donc cela devient un phénomène dont les entreprises s'emparent, et bizarrement, y compris les petites entreprises et les ETI. Donc c'est assez intéressant de voir. Moyennement quand même, nous dit l'INSEE. Oui, mais on en voit. Et là, je regardais ces derniers rapports ou études à ce sujet, et on voit quand même que en tout cas, les PME s'en emparent plus que les ETI, qui s'en emparent et qui sont plus, évidemment en nombre moindre que les très grandes entreprises. Mais peu importe, ce que je veux dire par là, c'est que techniquement, on a tous les outils de la planète pour organiser. Là, pour le coup, c'est une illustration exacte de ce que voulaient les ordonnances et avant la loi El Khomri, c'est-à-dire prenez la maîtrise, maîtrisons laissez les entreprises, faisons ce qui convient chez nous, etc. Donc en termes de loi et de c'est bon, on a ce qu'il faut pour faire face, y compris dans toutes les aspérités, depuis la prise en charge de frais, les modalités, etc. Mais ce que je trouve intéressant au-delà du droit, parce que là, à mon avis, c'est davantage une geste, ça relève davantage de rite et d'organisation de l'entreprise, c'est comment organiser le fameux travail présentiel, et pourquoi faire, pourquoi y faire. C'est assez intéressant de voir que ça retourne. Oui, tu as raison. Alors, juste donner des chiffres, puisque l'INSEE a donné les chiffres la semaine dernière. 22% des salariés ont télétravaillé en moyenne, donc en 2021, et 44% d'entre eux, donc calcul assez simple à faire, ça doit faire à peu près autour de 10% des salariés français, sont en full télétravail. C'est quand même 10%. En télétravail complet. Voilà. Et globalement, quand même, davantage en Île-de-France et assez majoritairement les employeurs de plus de 250 salariés ou plus. Alors, je pense que, j'abonde totalement dans le sens d'Emmanuel. Je crois que la loi permet déjà ce qu'il faut, c'est-à-dire du dialogue social au niveau de l'entreprise et des arrangements individuels, des avenants au contrat de travail, etc. L'impact qu'ont pu avoir les réformes récentes, c'est de libérer, de faciliter, justement, ça tombe bien, le négociation sociale dans les petites entreprises, avec un essor quand même très important, notamment sur les questions de temps de travail et de télétravail. Je vais venir le lien entre les deux. Dans les très petites entreprises, avec le référendum. Alors, c'est 4000, 5000 entreprises, je crois, qui ont dû négocier sous cette forme-là. Donc, c'est pas beaucoup. Mais enfin, avant, c'était 0. Donc, il y a quand même une appropriation. Alors, moi, j'ai vu des patrons de TPE qui m'ont dit « Oui, mais ça reste très compliqué, etc. » Bon, s'ils étaient un peu mieux aidés...
par leur fédération professionnelle, peut-être par un avocat, etc. En fait, c'est pas si compliqué que ça de faire un référendum d'entreprise dans une entreprise de moins de 20 salariés. C'est pas non plus quelque chose de terrible. Donc, je pense que la culture de la négociation, sous cette forme-là, qui n'a rien à voir évidemment avec une négociation d'une entreprise du CAC 40, se développe. Et c'est ça la voie de sortie, évidemment, des questions télétravail et plus généralement temps de travail. Alors maintenant, la question... Juste rajouter un mot quand même par rapport sur l'importance du référendum par rapport à ce qu'on a dit dans la première partie de cette émission. À partir du moment, en plus, où tu es dans une crise de recrutement, c'est-à-dire le rapport de force en plus, parce qu'on pouvait toujours se poser la question dans une petite entreprise de la réalité de l'expression du salarié, là, tu es dans un rapport de force qui est quand même plus favorable. D'autant plus que, là, c'est aussi mon expérience RH qui parle, c'est que le télétravail, maintenant, devient un élément de la négociation d'embauche. Mais très importante. Donc, il y a maintenant le salaire, il y a la position hiérarchique, l'autonomie, etc. Et puis, il y a, monsieur, est-ce que vous me donnez... Moi, je veux 3 jours de télétravail, alors que votre entreprise, la norme, c'est 2. Et puis, je veux pouvoir vivre à Lyon 3 jours par semaine, enfin, le week-end, et je veux pouvoir être à Lyon le vendredi ou lundi, alors que vous travaillez à Paris. Je veux pouvoir avoir un jour de plus en télétravail. Bon. Donc, c'est un élément important. Alors, par ailleurs, il y a 2 éléments importants dans cette affaire qui ne sont pas directement liés aux conditions de travail, mais il y a la question de l'organisation, du management et de la culture d'entreprise. Et je suis frappé que dans un secteur donné, pour un type d'activité économique donné, la réaction du management est très différente d'une entreprise à une autre sur la question du télétravail. C'est-à-dire que vous en avez qui sont des fanatiques du télétravail et d'autres, au contraire, qui exigent que leurs salariés soient maintenant en présence. En termes de recrutement, ces entreprises, à mon avis, vont dans le décor, celles qui sont une posture trop rigide. Donc il y a cet aspect organisation, management. Le télétravail, c'est pas simplement une modalité de travail, c'est aussi, ça doit évidemment admettre à repenser l'organisation, le management, la politique de recrutement de l'entreprise. Donc ça interroge beaucoup de process de l'entreprise. Et ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est le lien avec le temps de travail. Ouais. Et alors là, c'est très intéressant, Emmanuel a commencé à en parler, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui a révélé la crise de 2020 ? C'est que beaucoup de salariés qu'on croyait pas autonomes le sont en fait beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et la preuve, ils ont fait leur travail sans apparemment baisse de productivité, en n'étant pas sur place. Donc ça a été un révélateur. Et là, il y a une question, à mon avis, qui va se poser, et c'est peut-être là que la loi doit évoluer, s'il y a un point sur lequel elle doit évoluer, mais je n'ai pas encore les idées totalement claires là-dessus, c'est sur la notion de salarié autonome. Aujourd'hui, l'essentiel des personnes donc, qui sont au forfait jour, ce sont pour l'essentiel, c'est à peu près la moitié des cadres. C'est les cadres dits autonomes. Alors, il y a quelques salariés autonomes de plus, mais enfin, en gros, ça fait 10% de la population. Bon. Or, le télétravail brouille les pistes, brouille la frontière entre le travail et le non-travail, d'une certaine manière. Et on peut penser... Enfin, en tout cas économiquement, pas juridiquement, mais on peut penser économiquement que quelqu'un qui est suffisamment autonome pour faire plusieurs jours de télétravail par semaine devrait aussi être suffisamment autonome pour être au forfait jour. Et aujourd'hui, la loi ne le permet pas. En tout cas, en prenant un risque juridique très important sur le sujet, avec requalification, recalcul d'heures supplémentaires. Enfin, je ne conseillerais pas à un patron de s'engager là-dedans pour un salarié qui n'est pas un cadre autonome. Bon. Voilà. Et donc, je pense que s'il y a une réflexion législative qui doit avoir lieu dans les années qui viennent, ce n'est pas du tout pour contraindre les entreprises ou imposer de nouvelles normes de télétravail, des taux de remboursement, de frais de chauffage, ou des choses comme ça. Ça, la négociation collective le fait très bien. Si la loi doit intervenir un jour, c'est pour réfléchir sur l'avenir du forfait jour, qui est évidemment beaucoup mieux adapté qu'un décompte à l'heure pour les gens qui sont en télétravail. C'est ça. Est-ce que vas-y, Emmanuel. Oui, parce que là, je brûle parce que c'est pas. Je brûle. Vas-y, brûle. C'est passionnant parce que dans le fond, on ne s'est pas posé ces questions-là. Ah ben non. Voilà, on ne s'est pas posé concrètement, c'est-à-dire dans l'épreuve de ce grand laboratoire que nous avons connu, ces questions de savoir si on est en forfait jour, si on est en contrôle de 9h, 5h avec une pause méridienne, enfin, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, la perception confuse que nous avons intellectuellement, sinon intuitivement, c'est que s'il s'agit de reproduire l'atmosphère du travail, du lieu de travail chez soi, on rêve, c'est juste pas la peine. C'est le travail qui s'invite chez soi. C'est pas la même chose que d'aller, nous, porter notre force de travail sur un lieu dédié au dit travail. Donc, si l'idée consiste à dire qu'il nous faut revoir entièrement
juridiquement, c'est exact. Il faut revoir entièrement, puisque en réalité, tout le monde agit comme un forfait jour en quelque sorte, mais ça pose aussi la question de la déconnexion, ça pose aussi la question des modalités sinon de contrôle, mais de surveillance. Ça pose la question du temps de travail. Oui. Et alors, exactement. Il y a plus de temps de travail, en fait. Je voulais en venir là. Donc, les conséquences du temps d'après, si d'aventure on essayait parce que c'est très compliqué de toucher au temps de travail, c'est en soi un droit dans le droit. C'est un cauchemar à 5 pistes. C'est-à-dire, je ne suis même pas sûr que quelqu'un arrive à tout connaître d'un coup. Mais d'ailleurs, quand tu vois les candidats, il n'y a que Pécresse qui, à un moment, a vaguement parlé du truc. Et puis, c'est un sujet angoissant parce que je pense qu'on ne sait plus de quoi on parle, de quel univers civilisation, de l'usine ou pas de l'usine. Enfin bref, on est paumé du bureau, du petit bureau, du grand bureau, du VRP, enfin bon, bref. Donc, s'il s'agit de regarder ça de près avec des termes juridiques, on va s'apercevoir que dans le fond, ce qu'il faut, c'est une amplitude, et dans l'amplitude, on fait le boulot qu'on a dit qu'on faisait, étant précisé qu'aujourd'hui, on a trouvé le petit mot, ça s'appelle la confiance. Aujourd'hui, il n'y a pas de télétravail réussi s'il n'y a pas un niveau de confiance, et là, ça me fait, je ris pour qui aime le code du travail épais comme ça, c'est que la confiance, j'ai regardé, il n'y a pas d'article. Et tout le monde s'accorde avec ce mot confiance. Et par ailleurs, les affaires prud'homales que nous avons pour le moment ne recèlent en rien cette idée qu'on n'aurait pas travaillé au bon moment, etc. En d'autres termes, et je vais aller jusqu'au bout, il y a 2 découvertes qu'on fait. La première, c'est que quand on est en télétravail, on peut aller chercher, les salariés s'imaginent à bon droit, me semble-t-il, pouvoir distraire de leur temps de travail pour aller chercher leur petit à l'école à 4h30. Ce qui veut donc dire que comme ils sont consciencieux, ils feront le boulot plus tard. Absolument. Temps 1. Et le deuxième temps, si on pousse encore plus loin, c'est qu'on peut se rendre compte que grâce à la technologie, on va même jusqu'à un tel don d'ubiquité, au bout de nos 10 doigts, que finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être salarié en vérité ? Est-ce qu'on ne pourrait pas rendre ces services et amortir ce qu'on sait pour 2 activités, soit salarié, soit pas salarié. Et on rentre dans l'univers de la multi-activité. Et je pense que c'est par ce fracas, cette déflagration dans l'univers du travail salarié que on va expérimenter sans drame et sans révolution le fait que les salariés, déjà forts de leur pouvoir de négociation de salaire, etc., vont se rendre compte qu'ils ont du temps ou des modalités d'amortissement du dit temps professionnel pour pouvoir s'étendre eux-mêmes dans d'autres activités, voire en les empilant, voire en les faisant succéder. Donc on continue, on tire ce fil, ça donne le vertige. Oui. Exact. C'est pour ça que le flou artistique me paraît être un bon état de... Un bon état. Oui, voilà. Surtout d'attente. Pas se précipiter. Oui, parce que je crains que, toujours dans la série de la rébellion et de l'insoumission, je pense à l'ouvrage de Thierry Pêche, maintenant assez ancien, où il parlait de l'insoumission du salarié qui dira le bol, lien de subordination, etc. Déjà qu'on n'est pas loin du bord à ce sujet, c'est-à-dire que la subordination est un lien difficile tiré de l'obéissance qui n'est plus tellement tendance dans nos sociétés. Si en plus on lui donne d'autres suggestions quand il est chez lui ou quand il est ailleurs, en matière de temps de travail, je crains qu'il n'y ait plus de confiance et qu'il y ait des difficultés insurmontables. Admettons, Emmanuel, quand même juste, et puis ensuite on va parler des jeunes, ce truc totalement contre-intuitif. Le salariat est une forme de libération par rapport au travail à la tâche, tel qu'il pouvait être conçu dans les premières heures de l'industrialisation de l'économie. Et on revient en fait, et on vit comme une forme de libération, la fin du salariat et le retour du travail à la tâche. Parce que c'était quoi ? C'était l'échange matière, c'était la protection et la pérennité et la stabilité. Le CDI, c'est le CDE, c'est-à-dire le contrat à durée éternelle. C'était ça qu'on avait bâti et c'était ça qu'on avait pu faire, qu'on a pu délivrer, comme on dit dans ce mauvais français. Donc, comme on n'est plus en état d'assouvir, enfin de mettre en œuvre cette promesse, eh bien forcément, le fractionnement des trajectoires professionnelles s'est installé et ça veut donc dire que moi, j'essaie de tirer le maximum que je peux. Et c'est pour ça que la clé de tout, c'est notre modèle social et son accès à tous ces travailleurs, ces actifs. Et là-dessus, je pense que c'est l'option. Un mot encore là-dessus Je suis d'accord, mais Emmanuel va un cran plus loin que moi, puisque moi, je me bornais au cas du salarié dans l'entreprise, avec la question du décompte du temps de travail qui devient vraiment problématique dans le cadre des textes actuels, du cadre intellectuel et légal actuel, avec l'émergence du télétravail. Et Emmanuel va un cran plus loin en se disant, mais en fait, est-ce bien des salariés finalement ? Et je suis assez d'accord. Dans certains cas, quelle est la différence entre un indépendant et un salarié que vous ne voyez jamais, qui échappe quasiment aux contraintes hiérarchiques quotidiennes, qui n'est jamais sur place, c'est passionnant. Qui a son propre matériel. C'est passionnant. Allez, on avance parce que emploi des jeunes. Alors là aussi, on est sur des niveaux historiques de participation des 16-25 ans au marché du travail, Bertrand. Et puis il y a donc ce fameux truc, un jeune, une solution.
615 000 bénéficiaires, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros quand même. Ouf, par les temps qui courent. À moins d'1 milliard, plus rien. 718 000 contrats d'apprentissage. Et alors, j'ai appris un truc que je ne savais pas. Donc, il y avait une statistique publique, donc statistique de la DARES, la part des jeunes en emploi grâce à une subvention publique. Et cette statistique a disparu depuis 2010. Donc en fait, on ne sait plus, on l'estime à peu près à 40%, mais c'est ça qui est important quand même dans le taux de participation des jeunes à l'emploi, c'est-à-dire est-ce qu'on est sorti de l'emploi jeune dont on s'est bien rendu compte qu'il n'avait aucun avenir et que sorti de 25 ans, le gars retombait au chômage, voilà, il était soutenu. Ouais. Hein. Et est-ce qu'on est sur de vrais emplois avec des solutions qui sont des solutions pérennes pour ces gens-là ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu, on en parle assez peu, mais dans le cours du quinquennat Macron, il y a eu un renversement de doctrine un petit peu sur les emplois aidés non marchands, donc en particulier tous les emplois jeunes et autres avatars qu'on a connus ces 20 dernières années, puisque le gouvernement, dès Édouard Philippe d'ailleurs, a profondément diminué, très fortement diminué les emplois publics, enfin les emplois subventionnés dans le secteur non marchand, effectivement. Et même, et d'ailleurs ça a été aussi quelque chose de bien, même pendant la crise de 2020, on n'a pas refait les erreurs des gouvernements précédents qui consistaient à remettre une couche énorme d'emplois non marchands dont le taux pour lesquels l'insertion en emploi est tout à fait problématique. Alors s'agissant de l'envolée de l'apprentissage, on a des études qui montrent très bien que le taux d'insertion... Enfin, si vous mettez le taux d'insertion dans l'emploi... On va voir la courbe de... Voilà. Le taux d'insertion dans l'emploi à la sortie est excellent, donc on ne peut pas comparer ça à des emplois jeunes qui étaient largement occupationnels, avec une dimension formation, encadrement qui était quand même très, très faible. Maintenant, sur l'apprentissage, les chiffres qui sont vraiment spectaculaires cachent quand même le fait que ça bénéficie essentiellement, voire presque exclusion, pas tout à fait, mais quand même, j'attends de voir les derniers chiffres, c'est quand même le développement dans l'enseignement supérieur, ce qui est très bien en soi, mais ça ne répond pas aux difficultés des gamins. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs, l'autre courbe de l'INSEE, qui est que les fameux NEET, là, donc les gamins qui ne sont plus nulle part, là, effectivement, on a ce contraste d'une situation qui s'améliore pour ceux qui sont formés. Et qui recommence à se dégrader. Voilà, on le voit très très légèrement, qui recommence à se dégrader pour ceux qui ne le sont pas. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une vraie dégradation, mais disons que... oui, c'est une triste stabilité. L'explosion de l'apprentissage dans le supérieur, c'est à la fois positif et négatif. C'est-à-dire positif au sens où ça montre une phase de l'apprentissage un peu nouvelle et assez attractive. Ça montre le développement de l'apprentissage. En soi, c'est bien, si vous voulez. Simplement, ça ne règle pas le problème de ceux qui... Le fait que des élèves d'école de commerce ou de Centrale Paris fassent de l'apprentissage ne règle en rien, évidemment, le problème du jeune qui est peu qualifié, qui a des problèmes avec les savoirs de base et pour lequel l'apprentissage reste encore inaccessible aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu me dis, Bertrand. Tu es en train de me dire que ce chiffre de 718 000 contrats d'apprentissage dont on se glorifie ne sert à rien. Ah non. Non, je n'irai pas jusque-là. D'abord, il serait rentré quand même... il y aurait eu une prime d'apprentissage en moins pour la boîte. Je prends le cas extrême du gars d'HEC, mais l'apprentissage a énormément augmenté au niveau des BTS, par exemple. Bon, donc, il ne faut pas non plus... voilà. Donc c'est plutôt au niveau des gamins, des jeunes entre 16, 18, 19 ans qui sont sortis du système scolaire prématurément. C'est là que l'apprentissage à ce stade n'est pas une solution, en tout cas n'a pas mordu dans cette population. Et c'est embêtant. Et ça, c'est un relatif échec, mais c'est un échec qui est dû largement au problème des lycées professionnels qui recueillent ces publics-là, plutôt qu'une faillite de l'apprentissage. C'est simplement que le gouvernement a fait une très bonne réforme sur l'apprentissage, simplement il n'a pas traité une grosse partie du problème qui était le problème des lycées professionnels. Or, il aurait fallu faire une réforme d'ensemble du système de formation professionnelle initiale et à la place de ça, on a fait la chose la plus simple qui était d'améliorer considérablement un système qui fonctionnait déjà très bien, qui était l'apprentissage. Et on l'a amélioré comment ? En déverrouillant un certain nombre de choses, puis il faut le dire, en mettant plusieurs milliards d'argent supplémentaires dans le système. Voilà, donc ça fait que maintenant des élèves de grandes écoles sont rémunérés, ont des études gratuites, puisque la loi n'a pas changé sur ce point, les études restent gratuites, donc vous faites des écoles de commerce où vous êtes bien payé à la sortie, et vous le faites gratuitement, et en plus vous êtes rémunéré. Et ça ne coûte rien ou pas grand-chose à votre employeur. Donc franchement, c'est intéressant comme système. Emmanuel ? Oui, c'est un constat. J'ajouterais que la filière dite professionnelle est par surcroît essentielle, puisqu'on a besoin énormément de
de compétences qui, semble-t-il, ne sont pas assouvies par les dits lycées professionnels. Semble-t-il. Je crois que tu peux enlever le semble-t-il. Oui, mais c'est un sujet. Il faut déjà une adéquation. C'est un énorme sujet. Parce que ça donne aussi quelque chose sur l'insertion. Enfin, ça donne une idée que si je vais suivre des cours qui, de toute façon, me donnent une certification ou qui ne sert à aucune entreprise, c'est pas enthousiasmant. Non, mais, au-delà, c'est même un sujet sur l'activité économique. C'est-à-dire exactement, en sous-jacent, on perd des savoirs. Tu perds des savoirs. Et puis, sur un sujet qui est un sujet central comme le logement, tu auras beau déverser tous les milliards que tu veux, s'il n'y a pas les gars pour monter les murs, il n'y aura pas de... Voilà. Donc, mais il te suit, donc le président de la République, puisqu'il commence à donner un certain nombre de pistes sur ce que ça, son programme. Attends, je le dis très vite et puis tu... Donc, Big Bang sur l'enseignement professionnel, plus d'autonomie, présence accrue des entreprises dans les établissements scolaires, des lycéens professionnels rémunérés pour leur temps dans l'entreprise, comme le sont les apprentis. Oui. En fait, ce qu'on peut reprocher, une des rares choses qu'on peut reprocher à la réforme de l'apprentissage, c'est d'avoir plutôt éloigné le monde de l'apprentissage du monde des lycées professionnels. Bon. Or, les lycées professionnels ne vont pas bien. Donc, il est urgent maintenant de ramener les lycées professionnels... Pourquoi éloigner les uns des autres ? Tout simplement parce qu'on a mis beaucoup plus d'argent sur l'apprentissage et on a mis tous les... si vous voulez... Ah oui, et puis les boîtes créent leurs propres centres de formation d'apprentis, etc. Exactement. Non, surtout, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui créent des CFA. Des CFA. Non. L'explosion des CFA aujourd'hui, c'est des organismes de formation qui faisaient de la formation continue, qui très intelligemment, compte tenu de l'évolution du marché et des taux de prise en charge par l'État, par les fonds publics de l'apprentissage, vont aussi vers l'apprentissage. Ils ouvrent un CFA en plus de leurs activités de formation continue. C'est ça qui est... Et c'est très bien, hein, mais il ne faut pas imaginer... Le mythe de l'entreprise qui crée son CFA, c'est vrai pour quelques entreprises, de très grandes entreprises, qui parfois se regroupent à 2 ou 3. C'est très bien, mais ce n'est pas ça qui fait les chiffres. Ce qui fait les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle grande école ouvre de l'apprentissage. La moitié des universités, maintenant, sont des CFA. L'explosion, elle est là. Donc, c'est très bien. C'est parfait. Mais encore une fois, ça ne règle pas le problème des gamins qui sont en grande difficulté. Alors pour cela, donc contrat engagement jeune. Là, il y a eu... il a réduit la voilure. Sans que moi-même je comprenne bien pourquoi. Parce que comme tu le dis, on a 10 milliards d'euros aujourd'hui, on s'en fout. Donc on est en train d'en lâcher 30 pour... on s'en fout pour l'instant. Soutenir EDF. Non, mais enfin... Bon, il y a un sujet dont on ne parle pas dans la campagne présidentielle, c'est les finances publiques. Or, c'est après les sujets internationaux, probablement le deuxième plus gros sujet dont va avoir à faire face un prochain gouvernement. Mais le mot dette a même disparu. Est-ce que tu as... provisoirement. Comme Emmanuel disait, j'ai cherché confiance dans le Code du travail, j'ai pas trouvé. J'ai cherché le mot dette dans la lettre aux Français de Emmanuel Macron, j'ai pas trouvé. Non. Voilà. Enfin, dans les autres, vous les trouvez pas non plus chez ses concurrents. Donc il aurait pu balancer 10 milliards pour son contrat d'engagement. Tu les trouves pas non plus beaucoup chez ses concurrents. 400 000 bénéficiaires dès 2022, 500 millions d'euros ajoutés au plan, donc 500 millions d'euros. Accompagnement intensif pendant 12 mois et versement d'une allocation allant jusqu'à 500 euros. Un avis là-dessus, Emmanuel C'est un nouvel aménagement. Voilà. Je n'ai pas de commentaire particulier, si ce n'est que j'ai le sentiment qu'on l'a déjà testé, ce système-là. Je ne sais pas, j'ai un peu toujours plus de la même chose, non ? Enfin, ça ressemble. Mais c'est très bien, enfin, encore une fois, mais... C'est un peu comme ce qui va venir là. Enfin, pour l'instant, c'est des indiscrétions du point, mais on verra. C'est-à-dire l'idée que le RSA, face au RSA, vous allez avoir un certain nombre d'heures à donner aux collectivités. Enfin, j'ai l'impression de la fausse bonne idée. Comment est-ce que tu organises ça, un gars qui n'a pas travaillé, qui n'est pas capable de travailler, qui va aller le chercher pour faire quoi, dans quelles conditions, comment ça se passe généralement, le retour à l'emploi, tu as des publics plus ou moins éloignés de l'emploi. Mais là, on parle de ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. On parlait d'un... Je peux ajouter juste un point, je t'en prie. Ça me taraude. On a cherché des tas de mécanismes et on me sollicite souvent, d'ailleurs, tu viens de le faire, sur la bataille et la polémique entre les indépendants et les salariés, comme la bataille du jour. Ce que je trouvais très intéressant et qui passait un peu sous les radars, c'est que toujours dans la notion d'insertion de public éloigné de l'emploi, on a créé à titre expérimental en 2018 l'entreprise d'insertion par le travail indépendant, l'EITI. Lulu dans ma rue étant la première, la première et la plus connue. J'ai jamais entendu parler de ça. Eh oui, bien l'EITI, ce que je trouve de passionnant, c'est que ça s'adresse typiquement à des personnes qui sont fragiles à tous égards. Et on s'est dit, mais dans le fond, on peut les remettre à bord
au travers d'un travail, ils vont rendre des petits services, ils vont faire des choses, ils vont s'impliquer, et on va les payer pour ça, et on va les accompagner, et tout ça, c'est du travail indépendant. Eh bien, je trouve que c'est magnifique, et c'est une indication sur le Mais fait quelle différence avec le statut d'auto-entrepreneur ? Ils sont auto-entrepreneurs. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est pour nous, l'entreprise d'insertion, c'est vu, ah oui, voilà, c'est vu comme étant l'empire du salariat, etc. Et bien, on s'est dit, tiens, on va peut-être les... Parce que le problème, c'est qu'il faut les accrocher, ces gens-là. Il faut leur permettre de leur apprendre des choses qui ne soient pas vues comme l'école ou des choses qui sont trop rebutantes, a priori. Et donc, cette tentative-là, toujours dans le cadre de trouver des solutions de côté, eh bien, ces expérimentations sont très intéressantes. Et j'observe que le travail indépendant est mobilisé également. Et donc, ça montre que l'hégémonie du contrat de travail, qu'on le veuille ou non, est en train de... Ça, c'est assez clair. Voilà. Bertrand, un mot sur ces dispositifs d'insertion, cette espèce de donnant-donnant permanent, et comme le dit Emmanuel, moi j'ai l'impression que je vois ça depuis longtemps. Il y a 50 000, enfin j'exagère, mais il y a plein de solutions techniques pour sortir de l'insertion. Et l'auto-entrepreneuriat, pour peu qu'il soit encadré, qu'il soit... tu donnes l'exemple de Lulu dans ma rue, il y a beaucoup de permanents qui s'occupent de ces personnes. Mais c'est ça le sujet. Gérer les emplois du temps, c'est pas facile. Bon, la disponibilité des gars, parfois qu'ils disparaissent dans la nature. Exactement. Bon. Ah bah oui, mais bien sûr, c'est un accompagnement pratiquement. Il y a, oui, c'est ça, exactement. Et donc, il y a beaucoup de formes possibles, financiers, juridiques, de réinsertion de ces personnes. Ce qui est clé dans toutes ces affaires, il y a effectivement la question de la rémunération. Il ne faut pas négliger cet aspect-là, puisqu'il y a un point commun à toutes ces personnes, c'est qu'ils ont des problèmes de revenus et d'assumer les besoins élémentaires. Mais la question clé, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire quelles sont les structures qui les accompagnent. Bon. Et c'est vrai qu'un des défauts majeurs, je le dis depuis des années, sur tous ces mécanismes d'accompagnement, de garantie jeune, puis maintenant de contrat d'engagement, etc., c'est que c'est quand même la prévalence d'un modèle unique qui est quand même la mission locale. Puisque c'est les missions locales qui sont les opérateurs, alors pas monopolistiques totalement, mais enfin qui sont quand même très très largement, et en tout cas ce sont le guichet d'entrée généralement pour ces dispositifs. Les missions locales, il y en a des très bonnes et puis il y en a des très mauvaises. Et je pense qu'il faudrait ouvrir le champ des possibles en termes d'opérateurs, puisque à mon avis le sujet clé c'est quand même à travers ce qu'a décrit, par exemple, voilà. mais qui est par ailleurs un modèle de niche. Non, mais c'est très intéressant. Mais voilà, il faut multiplier les initiatives. Les opérateurs. Il faut libérer les initiatives. Et l'argent public n'est pas un problème, surtout pas maintenant, il y a de l'argent partout. Merci pour tout ça, chers amis. Merci Bertrand, merci Emmanuel. Et donc, on se retrouve demain pour continuer l'ensemble de nos débats sur Bismart. Bonne soirée à vous.